L'Europe s'engage en Lorraine et nous le prouvons à travers ces reportages. Madame Castelnau, c'est à vous. Eh bien, moi, je crois savoir que M. Novak a d'autres idées encore pour développer encore de l'emploi, pour faciliter la vie un petit peu de tout le monde. Et j'espère qu'il va nous en dire un petit peu plus ce soir et que ce sera un dossier que nous pourrons aider à travers le FEDER. Je serais ravi parce qu'en 2 mots, donc, nous avons un local de 900 mètres carrés. Nous sommes à 7 personnes maintenant. Si vous avez le dossier, on le remplit tout de suite. Hein. Ah ben, j'en serais ravi. Donc, ce bâtiment devient trop petit pour nous. Et l'hôpital de Mercy, eh bien, c'est proche de Sémécourt. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas aller là-bas, sachant qu'on a appris qu'il y avait un pôle handicap qui sera près de l'hôpital. Donc, nous souhaiterions donc y être présents. Et surtout, mais ça, je pense que ce sera peut-être on en discutera, de trouver un bâtiment et de construire un bâtiment de 2000 ou 3000 mètres carrés dédié à l'handicap et à l'aménagement des voitures. Voilà, c'est un projet qui sera dans les quelques mois qui suivent. Je posais la question tout à l'heure à M. Leroy, mais pour vous c'est pareil, c'est-à-dire que là vous voyez vraiment concrètement tout ce que vous pouvez faire à travers les dossiers qu'on vous amène lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, cet argent de l'Europe. Oui, on voit comment il est utilisé et puis on essaie vraiment de le gérer à bon escient et pour des projets qui nous enthousiasment et dont on partage aussi les valeurs. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait important. Les projets de M. Novak est particulièrement représentatif à ce titre et je crois que M. Novak est vraiment l'un des meilleurs ambassadeurs du FEDER en Lorraine. Merci beaucoup à vous deux. On vous applaudit et vous allez recevoir de la part de Mme Castelnau donc cette petite clé USB avec ce petit reportage que nous vous offrons bien volontiers. Merci beaucoup, Monsieur Novak. Nous allons poursuivre toujours dans le cas du FEDER. Maintenant, nous allons accueillir dans quelques minutes sur scène Franck Bouet. Alors, on va parler de l'ANSES, c'était l'anciennement l'AFSA, c'est l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, pardon. Et pour l'accompagner, il a un parrain. C'est un vice-président du Conseil général de la Meurthe-et-Moselle qui est avec nous ce soir, Monsieur Christian Ariès. On vous applaudit tous les deux. Bonsoir, merci. Alors, avant de vous donner la parole, je propose qu'on aille faire un petit tour chez vous. Regardez. Protégé des pieds à la tête, ce technicien de laboratoire manipule un virus très dangereux, le virus de la rage. C'est la spécialité de ce laboratoire de Malzéville, près de Nancy. La principale activité du laboratoire, je dirais à hauteur de 80%, tourne autour de la rage. Et ensuite, nous travaillons sur d'autres maladies, les maladies des tiques, les maladies telles que l'échinococose alvéolaire, qu'on appelle également la maladie du renard, et puis d'autres maladies moins connues, mais qui affectent les renards, mais également certains rongeurs. Le dernier cas de rage du renard en France date de 1998, c'était en Moselle. Le virus est aujourd'hui considéré comme éradiqué, hors de question donc qu'il ne s'échappe de ce laboratoire. C'est pourquoi il est abrité dans un tout nouveau bâtiment, parfaitement étanche. C'est un bâtiment qu'on appelle de type P3, qui est un bâtiment complètement confiné dans lequel on peut manipuler des virus et des bactéries dangereuses. Donc l'intérêt de ce genre de construction, c'est qu'on isole complètement l'intérieur de l'extérieur. C'est-à-dire tout l'air qui rentre est filtré de façon à ne pas ramener des contaminants et tout ce qui ressort est aussi filtré de façon à ne pas contaminer le milieu extérieur. Et c'est vrai aussi bien pour l'air que pour tous les effluents qui pourraient être éliminés. 2 étages entiers abritent les systèmes de traitement de l'air et de l'eau. Ces équipements très performants et très coûteux ont été financés en partie par l'Europe via le fonds FEDER. Un bâtiment comme celui-ci, sans les fonds FEDER, n'aurait pas pu voir le jour, bien sûr, puisqu'il coûte 3 millions d'euros. Et les fonds FEDER ont participé pour 1/3 de ce financement. Donc sans ce type de financement, nous n'aurions pas pu construire ce laboratoire. Ce nouveau bâtiment leur a permis de rester le laboratoire de référence en Europe, agrémenté par les grands organismes internationaux. Ces mandats sont sujets à renouvellement régulièrement. Par exemple, celui de l'OMS, c'est tous les 4 ans. Celui de l'Union européenne, c'est tous les 5 ans. Et pour pouvoir renouveler ces mandats, nous devons montrer que nous travaillons dans un niveau de confinement en règle et également montrer que nous avons des projets de développement et de recherche. Parmi ces projets, il y a l'aide apportée aux pays infectés pour éradiquer le virus.
La rage provoque encore plus de 50 000 décès par an dans le monde. Monsieur Ariès, une réaction ? Je crois que c'est un projet très intéressant qui est montré là et qui montre la nécessité des fonds européens en Lorraine. C'est un projet qui répond à plusieurs problématiques. D'abord, à mettre en sécurité les travailleurs qui travaillent dans la recherche dans ces domaines assez dangereux et assez contagieux. Et puis ensuite, qui permet de conforter la Lorraine, et plus particulièrement Nancy, je suis meurthe-et-mosellan, autant le souligner, comme étant un des lieux importants de la recherche en France et bien sûr en Lorraine. Et c'est important parce que l'un des axes de développement de l'Europe, en général, c'est l'innovation, la compétitivité, et ça passe par le développement de la recherche. Qu'est-ce que vous avez comme question à poser à notre invité ce soir ? Eh bien, j'espère que toutes les précautions ont été prises pour la suite des opérations et que je ne risque rien, mais j'en suis persuadé. Non, moi, je crois que c'est important que ce dossier puisse se développer, que l'AFSA en Lorraine puisse également développer ses activités. J'espère que d'autres opérations seront aidées par le FEDER. À préciser également, et c'est ça aussi l'intérêt de ce dossier, qu'il a été accompagné par la région, par le département et par la communauté urbaine de Nancy, ce qui montre que ce type de dossier, grâce à l'Europe, qui a mis quand même l'essentiel des crédits, permet de boucler un tour de table qui ne pourrait pas se faire dans d'autres conditions. L'AFSA est devenue l'ANSES depuis combien de temps ? Depuis le 1er juillet de l'an dernier, donc nous allons bientôt fêter les 1 an. Et comme ça a été dit dans le reportage, donc nous sommes très contents d'avoir pu obtenir ce laboratoire qui nous permet de maintenir nos mandats, puisque nous avons plusieurs mandats internationaux et européens. Et ce laboratoire était indispensable pour les maintenir. Et merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous. Merci. Et puis bravo à toute votre équipe et à vous-même. Merci. Merci. Suite donc de ces porteurs de projets, nous parlons toujours du FEDER et nous allons accueillir maintenant Monsieur Patrick Boivin pour parler de l'Institut français de la brasserie et de la malterie et son parrain d'un soir, Monsieur Jean-Pierre Liouville. Vous avez le temps de vous installer tous les deux. Je vous propose tout de suite de jeter un petit coup d'œil sur ce reportage. Avant d'atterrir dans votre frigo ou au bistrot du coin, une bonne bière est passée en laboratoire. Ici, on ne la boit pas, la bière, on l'étudie, on l'observe, on l'améliore. Nous sommes à Vendeuvre-les-Nancy, dans les locaux de l'IFBM, l'Institut français de la brasserie et de la malterie. Par exemple, on va travailler sur des recettes pour des bières pour le compte d'industriels, et on va aussi travailler à l'opposé sur le typage des orges, des meilleures orges brassicoles, sur leur identification, et leur identification notamment par leur ADN. Tout repose en effet sur ce petit grain d'orge, matière première unique de la bière et enjeu économique important, puisque la France est le premier exportateur d'orge de brasserie au monde. Notre métier, c'est d'aider la filière à améliorer les variétés d'orge, donc la création de nouvelles variétés d'orge que l'on va tester chez nous, pour que demain l'agriculteur puisse cultiver cette orge pour ensuite son exportation dans le monde entier ou être transformée en France en malt. Toute la filière va pouvoir bénéficier des recherches menées ici, de l'orge au malt, jusqu'au bout du processus, l'embouteillage. Le laboratoire vient tout juste de s'équiper d'une chaîne dernière génération, financée en partie par le FEDER, un fonds européen. Ces fonds ont un rôle d'accélérateur sur le projet en question. Le projet en lui-même était de pouvoir fournir à l'ensemble des industriels du secteur un outil qui soit une réplique semi-industrielle des conditions dans lesquelles ils travaillent habituellement pour besoin de recherche et aboutissement au produit fini. Le deuxième aspect était la formation des cadres ou des futurs cadres de l'industrie agroalimentaire et notamment de la boisson. Le FEDER a accordé une subvention de 165 000 €, soit 15% de l'investissement, parce qu'il correspondait parfaitement aux critères d'attribution. Le premier aspect, c'est l'aspect développement qui est absolument nécessaire. Aspect développement et innovant du projet. Le deuxième aspect, c'est qui me paraît une chose fondamentale au niveau de toute gestion, c'est la création de valeur. C'est-à-dire que notre ligne n'est pas là pour nécessairement maximiser la rentabilité de l'entreprise, mais elle est là pour créer de la valeur pour l'ensemble des partenaires de l'entreprise. Depuis 1962, l'IFBM travaille pour les 4 plus gros brasseurs mondiaux, mais il est aussi au service des petits brasseurs et des micro-brasseurs.
Vous êtes sur R, donc c'est à consommer avec modération. On peut pas avoir quelques noms, on peut pas savoir quelle est la meilleure bière aujourd'hui en Lorraine? Ils sont tous bonnes. Monsieur Louville, je vous laisse faire alors. Oui, écoutez, je crois qu'on a là un exemple supplémentaire, s'il en était besoin, de l'utilité des fonds FEDER, à la fois, comme a dit le chef d'entreprise, à la fois que ça a été un accélérateur, c'est-à-dire que sans les fonds FEDER, ça aurait peut-être eu plus de mal. Donc, en même temps, ça a permis que ce laboratoire se fasse. Et puis, on a là aussi un exemple, je dirais, d'un pôle d'excellence. C'est vrai que la Lorraine est une terre de brasserie historique, et c'est bien que grâce à ce laboratoire, alors sans citer de nom, mais on aurait peut-être pu avoir une dégustation. Mais ah oui, d'accord. En tout cas, je dirais que ça favorise le développement, que ça favorise l'emploi, et tout le mal que je souhaite, c'est que cela continue et que cela s'amplifie. Alors, vous avez une clé USB, vous savez, c'est le reportage de la soirée que nous vous offrons, que vous allez pouvoir utiliser autant de fois que vous voulez sur votre site internet pour faire de la pub. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous offrons cela. Merci beaucoup à vous deux et à très bientôt. Nous allons vous présenter encore 2 porteurs de projets. Et oui, on arrive tout doucement déjà à la fin de ce rendez-vous. 2 porteurs de projets. On va parler dans un premier temps du massif des Vosges. On va demander à Anne Lesbournes de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Vous êtes commissaire à l'aménagement du massif des Vosges. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Alors, un mot sur ce massif des Vosges, un mot. Plus qu'un mot, on a besoin d'en savoir un peu plus. Oui, écoutez, pour vous parler de l'action de l'Europe dans le massif des Vosges, je dois faire un petit rappel en fait sur ce qu'est la politique de montagne en France. Donc cette politique, elle est née principalement avec la loi de 1985, dite la loi montagne. Et que dit cette loi ? Et dans l'article 1 de cette loi, il est dit que ces territoires de montagne nécessitent une attention particulière parce qu'ils offrent à la nation un certain nombre de services. Et donc, on doit pouvoir y vivre dans des conditions comparables au reste des territoires. Donc, il y a vraiment une notion de solidarité envers ces territoires, solidarité nationale, mais également maintenant solidarité européenne, puisqu'on a des fonds européens interrégionaux, FEDER, qui sont destinés à ces massifs. Alors, le massif des Vosges, qu'est-ce que c'est ? Il est étendu sur 3 régions, donc l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté, sur 7 départements, 590 communes, donc vous voyez, c'est vaste. Et j'allais dire, c'est un territoire plein de vie, c'est le massif le plus peuplé de France, un des plus industrialisés, et c'est également un massif très riche en termes de patrimoine naturel. Voilà. Alors vous allez rester avec nous parce qu'on va accueillir un visage des Vosges. Et quel visage! C'est carrément une légende que nous allons accueillir ce soir. Je demandais à Jean-Marie Rémy de Rémy Loisirs de venir nous rejoindre, ainsi que Catherine Rémy. Alors c'est la famille Rémy au grand complet qui vient nous rejoindre ce soir. Ça mérite des applaudissements parce que là encore, la Lorraine s'exporte, elle s'exporte bien. Venez nous rejoindre, monsieur Rémy et Catherine. Venez vous installer. Dans quelques secondes, nous allons aller faire un tour chez vous. Quand je dis que monsieur Rémy est une vraie légende, Catherine, c'est difficile de vivre au quotidien avec une légende ? Non, c'est un vrai plaisir d'être avec mon oncle. D'ailleurs, j'ai grand besoin de lui et j'en suis très fière. Comment ça va, monsieur Rémy ? Ça va très bien. Ça me fait très plaisir que vous ayez pris un peu de temps pour nous, parce que je sais votre emploi du temps. Mais en tout cas, vous répondez toujours présent et ça nous fait très plaisir. Ah oui, mais pour parler de la Bresse, je ferai des kilomètres, vous le savez bien. Alors justement, il y a l'avant et l'après. On va regarder cela en images et je vous donnerai la parole après, d'accord ? La Bresse, son front de neige, il y a 2 ans, ça ressemblait à ça. Voici le même endroit aujourd'hui. La vieille bâtisse a laissé place à un gigantesque édifice de 8000 mètres carrés. La location du matériel, par exemple, occupe une surface 3 fois plus importante qu'auparavant. Ici, on travaille beaucoup, à peu près 90%, avec une clientèle de ski à la journée. Donc les gens qui font 250 km pour venir skier, ils ont besoin de skier. Vraiment beaucoup, et ils ne veulent surtout pas attendre, ni attendre aux montées mécaniques, et surtout pas non plus attendre à la location. Les grosses journées, la station de la Bresse accueille 10 000 skieurs, alors il faut que ça aille vite et calmement. C'est pourquoi au sol, on a remplacé le carrelage par de la moquette.
Auparavant, on avait tellement de bruit, tellement d'humidité, parce que évidemment qu'on a beaucoup de monde dans notre bâtiment. Aujourd'hui, ça fait 2 hivers qu'on passe, c'est vraiment très agréable, quoi. Plus de bruit, les gens sont beaucoup moins stressés, pas de chute bien sûr, parce qu'il y a aussi des glissades dans les salles à l'intérieur de notre bâtiment. Aujourd'hui, plus de chute, c'est très agréable. Une salle de restaurant 3 fois plus spacieuse, une boutique, une épicerie, des consignes. L'investissement est colossal, 22 millions d'euros. Il faut toujours investir. D'ailleurs, depuis 40 ans, on a toujours investi dans la remontée mécanique, toujours réinvesti. Et d'ailleurs, ça paye, on le voit aujourd'hui. La station fonctionne, notre chiffre d'affaires progresse tous les ans, notamment depuis qu'on a refait ces travaux. Si vous restez tranquille, si vous ne faites plus rien, vous allez vite être battu par les autres régions. Moralité, il faut investir, il faut surprendre, il ne faut plus attendre, c'est plus de la cueillette qu'il faut faire. Il faut faire du marketing, il faut améliorer absolument toutes nos prestations pour que les gens disent on reviendra. Pour financer ce projet, la station de la Bresse a bénéficié d'une subvention européenne, 180 000 € attribués par le FEDER. Le Fonds européen de développement régional soutient les projets qui permettent de rétablir un équilibre entre les territoires. Le FEDER, c'est-à-dire des fonds européens, s'est intéressé à cette réalisation. D'abord parce que elle croit à l'animation des saisons dans le massif des Vosges, et ça c'est important. Et je pense qu'on en parlera d'une façon pour nous faire de la publicité assez loin, et que ce soit en Allemagne où on commence à avoir une bonne clientèle, au Benelux où véritablement l'année dernière on a compté 20% de clientèle en hiver. Je crois que ça augmentera encore l'intérêt de cette station. Un des arguments qui a su convaincre le FEDER, c'est cette nouvelle piste de luge, ouverte toute l'année, pour un tourisme vosgien 4 saisons. Anne, je vous donne la parole. Vous pouvez poser vos questions à la famille Rémy. Écoutez, je crois que dans le reportage, on voit vraiment tout le dynamisme de Monsieur Rémy. Une seconde chose également, on voit que le tourisme nécessite vraiment une approche économique et que rien n'est laissé au hasard. Alors j'allais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez constaté en fait comme évolution auprès de la clientèle et comment vous y avez répondu? Vous savez, la Bresse a beaucoup souffert. D'abord par la guerre, puisqu'elle a été détruite à 95%. Ensuite par les crises de textile. C'était épouvantable. Et ma grande fierté en ce moment, c'est qu'on n'a pas beaucoup perdu d'habitants. C'était une grosse commune de 5200 habitants, il en reste 4900, et je crois que c'est grâce au tourisme. Parce que autour de ce complexe, il y a les moniteurs, il y a tous les meublés garnis. J'ai calculé qu'en 1950, on avait 250 lits à la Bresse. On en a 10 000. Donc ça fait travailler toute la population de la Bresse, une grande partie de la population de la Bresse. Et ça, c'est un peu ma fierté. Et je peux vous dire que quand je vois tous les gens qui me disent vous avez raison, qu'est-ce que vous faites l'année prochaine, ils me poussent. Et je continue à travailler parce que c'est un plaisir. Ils ont changé, les vacanciers, Monsieur Rémy? Terriblement. Alors, si vous voulez, il y a 40 ans, puisqu'il y a 40 ans qu'on a refait ce complexe, c'était des sportifs. Il fallait faire du ski. Et puis, comme tout, le tourisme c'est une mode, tout évolue, et on s'aperçoit que maintenant, les gens font du ski, bien sûr, mais c'est un loisir. Et ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on a les gens qui accompagnent, on a ce que j'appelle les contemplatifs, parce qu'on a une belle région. Et c'est ça, là, c'est vraiment quelque chose de très important. Et on voit les familles qui viennent, parce qu'on a de la place maintenant, on voit les familles qui viennent avec les poussettes, avec les petits-enfants, avec tout ça. Et ça aussi, c'est une grande satisfaction. Avoir Catherine à vos côtés, c'est un encouragement, un soulagement, c'est quoi? Écoutez, il faut savoir quand même que la jeune génération doit être là, parce que la famille Rémy, elle continue. Donc, je l'amène avec moi. Je dis, il faut que tu viennes, c'est un métier, il faut l'apprendre, et je transmets. Je crois que c'est important. Eh bien, vous allez recevoir de la part de Anne maintenant cette petite clé. Sur cette clé, il y a le reportage que vous venez de voir. Il est à vous, vous en faites ce que vous voulez pour la promotion. Vous voulez le montrer aux touristes étrangers, vous pouvez le faire maintenant. Vous avez tout ce qu'il faut pour qu'ils vous voient. Merci beaucoup à vous deux, à vous trois, d'avoir pris un peu de temps pour nous. Merci beaucoup.
Nous arrivons déjà à la fin de ce rendez-vous. Il reste donc un thème abordé, le FEADER, et nous allons en parler juste après ceci. Et Valérie Antoine va nous présenter le FEADER. Elle travaille au pôle Europe et Territoire au sein de la DRAF Lorraine. Je pense que vous pouvez l'applaudir aussi. C'est la dernière en liste, si j'ose dire. Et elle a besoin d'encouragement. C'est à vous, Valérie. Bonjour. Oui, c'est à moi que revient la lourde charge de conclure cette manifestation. Donc, pour vous parler du FEADER, donc le FEADER, c'est le Fonds européen agricole de développement rural. C'est l'outil financier de la politique de développement rural mis en place depuis 1999 par l'Union européenne dans le cadre de la politique agricole commune. Donc, il contribue à accompagner le développement des territoires ruraux pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Donc, sur la période de programmation qui va de 2007 à 2013, la France bénéficie de 7,6 milliards d'euros, dont 219 pour la région Lorraine. Alors, les priorités d'intervention de ce fonds qui ont été définies en région Lorraine avec les partenaires financiers, institutionnels et professionnels sont de différents ordres. Le premier de ces axes d'intervention, c'est le financement de mesures à destination des entreprises agricoles et forestières, mais aussi agroalimentaires. Ainsi, le FEADER permet de financer la formation des agriculteurs, l'installation des jeunes en agriculture pour le renouvellement des générations, mais également la modernisation des exploitations et des industries agroalimentaires et également la valorisation de la forêt, parce qu'il n'y a pas de territoire ruraux vivant sans agriculture et sans forêt. Le deuxième axe d'intervention, c'est le financement de mesures de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Et par exemple, pour accompagner la conversion à l'agriculture biologique des exploitations agricoles lorraines qui font ce choix, mais également la préservation de la biodiversité ou de la qualité de l'eau, en particulier de l'eau potable. À titre d'exemple, le FEADER accompagne les agriculteurs qui s'engagent dans des mesures de protection du râle du genêt. Alors, râle du genêt, c'est un oiseau chanteur qui est emblématique, en particulier de la vallée de la Meuse. Et le papillon aussi. Et le papillon, l'azuré des palus, donc qui est un petit papillon bleu qu'on trouve dans certaines prairies humides de la vallée de la Moselle ou de la Sarre. Troisième axe d'intervention, soutient également les projets qui visent à améliorer la qualité de vie en milieu rural, puisqu'il n'y a pas de milieu rural vivant sans population qui vit et qui travaille dans ce milieu rural. Donc, il aide le FEADER au développement de l'offre de services dans ces milieux en soutenant l'installation, la création de maisons de santé, dont le reportage va vous montrer un exemple, mais également de structures d'accueil des jeunes enfants, des personnes âgées aussi, pour les maintenir à proximité de leur famille, et également de commerces de proximité lorsqu'ils peuvent faire défaut. Le FEADER permet donc de financer une multitude de projets dans des domaines très différents sur les territoires ruraux, agriculture, tourisme, industrie agroalimentaire, forêt, économie rurale, et pour une multitude de porteurs de projets très différents, les agriculteurs, je viens d'en parler, les PME, les PMI sur ce secteur, les associations, les collectivités territoriales, les établissements publics et les pays ou les parcs naturels. Merci beaucoup de nous avoir un petit peu planté le décor. Merci à vous, on vous applaudit. Nous allons accueillir notre dernier porteur de projet, Gilles Varnier, va venir nous rejoindre. Il est président de la communauté des communes du Val des Couleurs, c'est en Meuse. Et à ses côtés, sa marraine, c'est Françoise Moreau-Lalanne, directrice régionale adjointe de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt lorraine. Venez tous les deux, on va jeter un petit coup d'œil sur leur portage qui va bien et on en parle juste après. Alors, on trouve un pôle de pédicure-podologie, un pôle médical avec 4 cabinets médicaux et leur salle de soins attenante et une salle d'urgence, un pôle de kinésithérapie qui contient une salle de balnéothérapie et enfin le pôle dentaire à l'autre extrémité. Il y a tout sur place, dans un seul bâtiment, une maison médicale flambant neuve qui a ouvert ses portes il y a 1 an à Vaucouleurs, dans la Meuse. Alors, où est-ce que vous avez mal ? Ah, sur le côté. Sur le côté, c'est une douleur chaud, froid ? Froid. Plutôt froid ? Froid. C'est bien, la facilité,
tout est sur la même place. On peut aller chez le médecin le même jour, chez le dentiste ou chez la kiné. Les locaux sont tout neufs, tout beaux, tout propres, c'est agréable. La facilité des parkings aussi, quitte de courir pour trouver une place. Pour les soignants aussi, l'intérêt est évident. Matériel dernier cri, confort de travail, mais également une dynamique de groupe. On peut très facilement solliciter l'avis des confrères. On a une synergie en fait. Si j'ai besoin de renseignements médicaux par rapport au traitement du patient, je n'ai qu'à traverser le hall, j'aurai directement son traitement. Plus besoin de demander au patient de se renseigner, d'avoir son ordonnance éventuelle, de téléphoner au médecin traitant. Pour des problèmes de posturologie, je peux directement avoir des contacts avec la pédicure. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire, la grosse nouveauté et donc un gain de temps et pour le patient et pour les praticiens. Sur place, on trouve aussi un logement de fonction, argument essentiel pour attirer les professionnels de santé dans cette zone rurale isolée. Ici, nous sommes dans l'appartement qui est situé au-dessus des cabinets médicaux, qui permet aux médecins qui n'habitent pas sur le secteur de Vaucouleurs ou les remplaçants des médecins qui viennent les remplacer, de dormir notamment lors des jours de garde, ce qui permet d'assurer une continuité des soins sur le secteur de Vaucouleurs 24 heures sur 24 et 365 jours par an avec les autres médecins du secteur. L'initiative du projet revient à la communauté de communes qui voulait lutter contre la désertification médicale et assurer le maintien de l'offre de soins. Le deuxième objectif était de renforcer l'attractivité du territoire, puisqu'on sait très bien que quand de nouveaux habitants cherchent à s'installer, ils regardent prioritairement les offres en matière d'habitat, d'éducation et de santé. Et cette maison médicale doit pouvoir répondre aux besoins en matière de santé et donc renforcer l'attractivité du territoire. Parce que ce projet permet de rendre plus attractive une région rurale, il a pu bénéficier du financement du FEADER, le Fonds européen consacré au développement rural. Le FEADER a accordé une subvention de 400 000 €, soit un quart de la facture. Réaction, Françoise ? C'est une magnifique réalisation. Et vous l'avez peut-être noté, mais on n'a pas vu les images, il y a aussi de la balnéothérapie. Et c'est un projet presque de luxe, mais vous l'avez voulu ainsi. Oui, luxe, le mot est peut-être un peu fort. On va dire que c'est une maison médicale de qualité. Et effectivement, nous l'avons souhaité fonctionnelle parce que nous voulions que les praticiens qui venaient y exercer y trouvent d'excellentes conditions de travail. Nous l'avons voulu accueillante également parce que nous voulions que les patients s'y sentent bien et puissent y déambuler facilement. C'est pour cette raison que le bâtiment est de plein pied. Et puis nous l'avons voulu agréable et nous avons osé, vous l'avez vu sur les images, une architecture contemporaine avec, je le précise, un label haute qualité environnementale. Parce qu'il ne suffit pas de construire une maison de santé, il faut aussi que les médecins viennent y travailler. Oui, c'est sûr que, un peu partout en France, en Lorraine en particulier, mais en France en général, les projets maisons médicales fleurissent. Construire le bâtiment, c'est une chose, mais faire venir des professionnels de santé, c'en est une autre. Et nul doute que cette qualité du bâtiment est un atout supplémentaire. Mais je précise bien, c'est un atout nécessaire, mais pas suffisant. Il faut d'autres atouts pour faire venir les professionnels de santé. Comme par exemple la proximité avec des bourgs importants ou des villes importantes. Nous avons la chance encore sur Vaucouleurs d'être à un quart d'heure de Toul, une demi-heure de Nancy, et la majeure partie des praticiens qui exercent chez nous rentrent sur Nancy le soir. Donc il faut une proximité d'un réservoir, je vais dire, de professionnels de santé. Nous avons 3 médecins généralistes, 2 dentistes, une kinésithérapeute et une pédicure podologue. Et ça crée un lien social, bien sûr. Ça crée un lien social parce qu'il y a plus d'une centaine de patients chaque jour dans cet établissement et vous l'avez entendu au cours du reportage, la dame le dit, c'est facile, on rencontre les praticiens, mais on se rencontre aussi entre gens du bourg et c'est un lieu de vie et ça renforce l'attractivité de notre territoire, je le pense. Oui. Françoise va vous remettre cette clé avec ce reportage que nous vous offrons avec beaucoup de plaisir en espérant que vous allez en faire bon usage. Merci. Quand même une dernière question. Bien sûr. Sans le FEADER, vous l'auriez fait ?
Sans le FEADER, non, nous n'aurions pas pu boucler le plan de financement de ce projet, puisque, vous l'avez entendu, c'est 400 000 € sur un budget d'1,8 million. Et moi, je voudrais saluer, une fois encore, le travail de la sous-préfecture de Commercy et de la préfecture de la Meuse, parce que la sous-préfecture et la préfecture ont été des véritables tuteurs pour nous, puisque nous sommes une petite collectivité, et sans l'aide de la préfecture et des cellules d'appui, nous n'aurions pas pu monter ce dossier. Merci beaucoup à vous deux. Tout de suite, c'est Nathalie Griesbeck, députée européen, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, vous avez découvert des porteurs de projets. Cette Europe que vous connaissez bien, elle est proche, très proche. Moi, je voudrais dire un grand merci à tous les artisans de cette soirée, au service, bien sûr, de l'État, puisque là, la France prend en main la communication sur ce que fait l'Europe, ce que fait l'Union sur les territoires, et surtout, pas seulement sur les territoires, mais auprès des Européens, dans leurs projets, dans l'accompagnement de leurs idées, dans la définition même, comme on l'a entendu tout à l'heure, de ce qu'ils ont envie de réaliser. Et donc j'ai envie d'abord de dire un grand merci, parce que pour toute la France, nous sommes 72 députés européens pour toute la France, et nous sommes tous évidemment à la fois convaincus de ce que représentent ces outils qui ont été très bien exprimés à travers les projets, que sont le Fonds social européen, le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen agricole de développement régional, et puis tout ce qui concerne les massifs. Si nous sommes tous convaincus de l'effet levier, si nous sommes tous convaincus de ce que cela représente en monnaie sonnante et trébuchante, nous souffrons d'un déficit énorme de lisibilité de ces actions. Et ce soir, moi j'aimerais que ce soit tous les soirs, un 9 mai, pour que nous puissions pas seulement vulgariser, mais faire comprendre en profondeur la nature des financements européens. On entendait tout à l'heure dans les expressions un jeune qui était dans la Syrie qui disait « c'est un plus », il a dit, c'est un plus. Quelqu'un d'autre a dit ça a été une bouffée d'oxygène, ça a été un accompagnement, ça a été un moyen de définir finalement ce que nous portions. Et surtout, au bout du compte, je pense que ce soir on en a bien conscience, c'est un supplément d'âme. C'est pas seulement un effet levier. Apporter des réponses en termes d'emploi, en termes de réinsertion, en termes de consolidation dans des domaines qui sont économiques ou simplement de réinsertion sociale avec le FSE, c'est au fond faire progresser cet espace continent, cet empire continent que représente l'Europe, qui, s'il est le premier espace économique du monde, n'est pas suffisamment lisible pour ceux qui le composent. Alors évidemment, donc Monsieur le Préfet de région a très bien rappelé l'articulation budgétaire que ça représente, ce que ça représente pour la France. Je voudrais aussi ajouter que pour le budget de l'Union européenne que nous votons au Parlement européen et qui comprend ces financements, si pour la Lorraine c'est 644 millions d'euros sur une période 2007-2013, c'est aussi un choix politique qui consiste à en avoir fait le premier poste du budget. Jusqu'en 2007, le premier poste du budget, c'était la politique agricole commune, à laquelle nous prêtons une attention comme le lait sur le feu, parce que nous vivons des mois qui sont extrêmement importants pour notre pays, très importants budgétairement pour notre pays, parce que ce serait une véritable catastrophe si la politique agricole ne devenait plus commune et qu'elle était renationalisée et que notre pays serait amené à financer beaucoup plus. Mais jusqu'en 2007, c'était le premier poste. Aujourd'hui, l'Union européenne, depuis cette date, a décidé de pousser le curseur sur ces outils qui ont été fabuleusement expliqués ce soir. Et j'ai envie, moi, de dire à tous ceux qui étaient présents et à tous ceux qui ont si merveilleusement expliqué ce que ça représentait comme aide, qu'ils soient les ambassadeurs de ce que représente l'Union. Parce que l'Union européenne, c'est la seule alternative pour nous aujourd'hui dans ce monde difficile. C'est la seule alternative. Merci beaucoup, Nathalie Griesbeck. Avant de rendre l'antenne, j'ai vu dans la salle Thomas Kuderic, l'adjoint maire de Metz. Je voudrais le saluer. Merci de sa présence. Pardon, J'ai Nathalie. pas de clé, moi.
Ah non, Dommage. mais vous avez, Nathalie, vous avez toutes les J'aurais clés. diffusé. On va déjà se quitter. Je voudrais qu'on ait tous, si vous le voulez bien, ce soir, une pensée pour René Ringan, qui pendant longtemps a œuvré aussi à la cellule ici, à la cellule Europe de la préfecture de Lorraine. Chers amis, nous allons déjà rendre l'antenne. On va rendre l'antenne à toute l'équipe de R. Merci à Philippe Baudet qui a réalisé cette émission, à toutes les équipes de R. Merci à vous tous d'avoir participé d'une manière ou d'une autre à cette soirée. C'était une première pour nous. J'espère que ce ne sera pas une dernière. Merci beaucoup. Monsieur le Préfet, merci. Monsieur Levine, merci. Merci à tous, merci à toutes. Bonne soirée et à très bientôt. Bye bye.